une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin. Avec moi, Doom Plante, un dragon aujourd'hui. Le dragon sur le Sans Filtre podcast. David Côté, entrepreneur, activiste aussi, fondateur de Loop, de Rice Kombucha, de Crudescence, avec qui on a une discussion finalement sur l'entrepreneuriat, sur l'engagement, sur l'activisme, sur changer les choses pour l'environnement. C'était vraiment passionnant. C'est des genres d'entrepreneurs justement qui sont là, qu'on le sent, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont partis finalement d'un projet de cœur et qui ont réellement le désir et la volonté de changer les choses et qui le font à travers l'entrepreneuriat. Puis c'est un peu un des messages, puis un des Les chevals de bataille. Les chevals de bataille de David, de dire pour faire un réel changement, ben il faut être un gros joueur. Puis en entrepreneuriat, il faut voir gros pour pouvoir faire des gros changements. Parce que, ben c'est ça. Bref, puis il en fait un, puis c'est vraiment inspirant. Ce gars-là qui est parti de rien, qui était nomade, qui était voyageur jeune au lieu d'aller à l'université, puis qui finalement, ben, toutes ces expériences-là de vie lui ont donné le bagage nécessaire pour lancer ses propres business. Vraiment inspirant. Ouais, c'est inspirant, c'est le bon mot, parce qu'en sortant de ce genre de conversation-là, t'as comme envie de faire du changement. Tu sais, comme plein d'idées de comme je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Bref, c'est à partir de là, c'est d'agir là-dessus. Mais ben écoutez, j'espère que vous allez aimer la conversation autant qu'on a aimé l'avoir. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par Manscaped. Qui nous arrive avec The Lawnmower 5.0 Ultra en édition limitée White Hot. OK, je l'ai dans mes mains, là, ici. Là, et honnêtement, c'est une œuvre d'art. On devrait mettre ça dans des musées. Moi, je mettrais ça, honnêtement, puis là, je suis sérieux. Là, on gag, là, on rit. Là. Mais là, je suis sérieux, je mettrais ça sur mon évier à la vue de tous, puis ça serait une pièce de décoration dans ma salle de bain. La pièce maîtresse de la salle de bain. C'est vraiment beau, puis c'est en quantité limitée, en fait. Puis le Lawnmower, ben, c'est la même précision ultime, même améliorée avec la technologie Skin Safe, qui est encore une fois meilleure avec des dents plus longues, plus larges et plus arrondies. C'est précis, c'est facile, c'est smooth, ça fait un rasage tout en douceur. Et maintenant, il y a différents types de têtes. Il y a la tête de type grille. Comme vous voyez ici, selon vos préférences, pour un rasage précis, encore une fois, super smooth, dépendamment de vos préférences personnelles. Utilisez le code promo Sans Filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Puis ça va aussi leur indiquer que c'est nous qui vous envoie, fait que ça va être bon pour tout le monde. Et comme je disais tantôt, le White Hot est en quantité limitée. Fait que je vous conseille de sauter là-dessus comme des petits pains chauds. Et merci Manscaped. Cool, hey, merci d'être là. Plaisir, vraiment. C'est le fun que tu sois là parce qu'on voulait t'offrir l'opportunité d'investir. Je commence à moi. Ouais, non, 100 000 pour 100 000 pour 10%. 10%. Je dois pas être le premier à te faire cette joke-là. C'est juste que c'est tellement frais dans ma tête parce que je cherchais une émission à regarder avec ma blonde. Puis on était sur tout.tv, puis on est tombé sur Dragon. Puis là, on est devenus genre des experts, là. On est rendu des dragons, on s'en va au IGA, puis là on check les affaires, on fait les autres on les a vus, puis c'était ça, puis si on pourrait investir là-dedans. On pourrait investir là-dedans. Ouais. Comment c'est arrivé les dragons pour toi? Parce que moi on s'est croisés brièvement v'là 5 ans. Ouais. Puis t'étais pas des dragons à ce moment-là, tu venais juste de lancer Loop. Exact. C'était tout nouveau. Comment c'est arrivé les dragons? En fait, c'est arrivé parce qu'on a pitché au dragon en premier. Ouais. Ça fait que j'ai pu monter aller au dragon, puis on a vendu notre salade. Ça faisait 1 an qu'on était en start-up, qu'on venait de commencer. Puis c'est de même que ça a été un super beau show. Ça marchait, tu sais. Ouais. Puis grâce au dragon, c'est aussi que j'ai vu l'effet.
c'est que dès qu'on est passé au Dragon, en fait, j'ai écrit aux bannières pour dire qu'on allait passer au Dragon. Ouais. Tout d'un coup, là, il y a de l'écoute. C'est incroyable l'effet de ce show-là. C'est Ah ouais. fou, hein? Incroyable sur les ventes. On le voit. Tu sais, tous les deals qu'on fait en émission, du moins. Après ça, on rencontre les entrepreneurs. Puis sont comme la semaine que j'ai passée, j'ai vendu en une semaine ce que j'ai vendu en un an l'année passée. Littéralement. Ah, là, il y a ouais. une compagnie que. Fait que même si tu n'as pas le deal au Dragon, ça vaut la peine d'y aller, on vous dit. Là. Ah, mais c'est pour ça que les gens y vont. Ouais, c'est Ouais. ça. 150%. Les gens vont pas là pour avoir un deal. Les gens vont là pour promouvoir leur entreprise Au public, à finalement. 800 000 personnes de code d'écoute qui écoutent religieusement à l'heure de diffusion. Ouais. Ce que les gens font encore, hein, étrangement. Il y a encore du monde qui font ça. Il y a encore ouais. du monde qui enregistre, là. Ouais. Tu sais, ma mère a dit, je vais enregistrer. Je suis comment, t'es pas obligé d'enregistrer. C'est C'est disponible après, C'est ouais. plus nécessaire. Ouais. Tout est enregistré sur ce qu'on appelle l'Internet. Oui. Mais Mais c'est fou parce que c'est les histoires, mettons, des. Tu sais, juste William Giroux de Case Me, là. Ouais. Tu sais, la compagnie Case Me. Qui Ouais, je connais William. Genre, eux autres, ils sont allés au Dragon, puis ça a comme. Pas juste lié à ça, mais après ça, c'est une histoire faramineuse de business qui devient exceptionnelle, tu sais, Ouais. justement. Puis, mais non, c'est un phénomène. Mais c'est cool à regarder. C'est genre. T'es comme investi, on dirait. Puis après ça, on a fini les 2 saisons qui sont disponibles sur tout.tv, puis là, on a essayé d'écouter ceux en anglais. Puis on n'a pas le même investissement dans les business. non, c'est pas pareil. C'est Ouais. vraiment différent. Le monde ici, on aime ça encourager les gens d'ici, dans le fond. Ouais. C'est vraiment comme. On dirait que de dire québécois, le monde embarque encore plus. Là. Puis ça n'existait pas, ça, il y a 15-20 ans. Là. Ouais. Tu sais, l'espèce d'engouement pour le local, s'encourager économiquement, ça n'existait pas. C'était pas là. Tu sais. Ouais. Puis il y a un mouvement énorme qui se passe en ce moment pour ça. Puis Ouais. c'est vraiment beau à voir pour vrai. La pandémie a contribué quand même à ça. Tu sais, on a beaucoup parlé de consommer local, Ouais. puis il y a eu le fameux panier bleu qui était un Ouais. peu un échec. Là, mais J'ai genre, pas encore compris. Pas encore compris c'était quoi. c'est moi. quoi ça? Finalement, ça C'est C'est pas le une joke, messaging le moins clair de l'histoire pour un projet de cette envergure. Finalement, c'est juste un bottin, puis là, finalement, c'est devenu un genre d'Amazon, mais 2 ans trop tard, puis là, personne... Mais c'est pas une joke. Encore aujourd'hui, tu me demandes c'est quoi, je sais pas. dur à Je te dire. jure, je Ouais. sais pas c'est Ouais. quoi. Mais ça pour dire quand même, on empêche, on a vraiment beaucoup parlé d'encourager les entreprises locales, Ouais. puis je pense que c'est peut-être resté dans l'imaginaire collectif, là, cette... Ouais, ça vient avec tout. Tu sais, la protection du français. Dès que tu es une minorité, puis on le voit quand on voyage dans d'autres pays, on le voit que toutes les minorités, soit de dialecte ou de langue, qui sont un peu différentes. Tu le vois en Espagne avec la Galice, tu le vois même en Sardaigne, que j'étais il n'y a pas longtemps. Il y a toujours ce côté-là patriotique de se protéger, en fait. Protectionnisme, Ouais. ouais. Puis dans la protection, au-delà de vouloir aider nos entreprises, puis consommer local, il y a aussi la protection de notre chaîne d'approvisionnement, puis la protection, tu sais, de notre économie. Puis on peut parler d'économie circulaire, évidemment, on va en parler, mais de vouloir garder ça chez nous, puis de vouloir réutiliser nos affaires, puis de pas vouloir que ça sorte. Puis j'imagine que c'est juste une façon que ça fonctionne, dans le fond, là, tu sais. C'est juste du gros bon sens. Là. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Puis on l'a vu, tu sais, on a vécu une ère industrielle, puis après ça, on s'est vraiment industrialisé. Puis le marché, surtout de l'alimentaire d'il y a 50 ans, ça devait être exceptionnel d'avoir une entreprise alimentaire parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Ouais. Tu sais. Fait que les grands de ce monde qu'on connaît aujourd'hui sur la tablette, c'est les mêmes qui étaient là il y a 50 ans. Ouais. Ils n'ont pas changé. Puis il y avait le marché à eux. C'est incroyable. Comment que, en tant que civilisation, là, on mangeait juste les mêmes affaires. Tu sais. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai mangé les mêmes céréales toute ma jeunesse. Ouais. Tu sais, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on change. Après 3 semaines, on va essayer autre chose. Puis quand tu vas à l'épicerie aujourd'hui, tu as de tout. Tu as plein de possibilités locales. Tu as plein de nouveaux brands, plein de petits startups qui font un petit peu de volume. Toutes les business en général font environ 1 million, 1,5 million de ventes. Il y a 25-30 ans, c'était pas ça. Là. C'était 100% de ton épicerie était la propriété sur tablette de 5 grosses entreprises. De Kellogg's, puis de 2-3 autres. Là. Exactement. Il y en avait Mars, Hershey, Mondelez, name it, là, il y en a 5. Ouais. Puis puis aujourd'hui, ça a tellement changé. Ça a explosé, en fait. Mm-hmm. Puis c'est beau à voir. Puis maintenant, les grandes entreprises qui ont besoin de faire, c'est de faire du M&A. Fait qu'au lieu d'innover, puis créer des nouveaux produits, ben ils achètent des entreprises. Ouais. C'est ça le concept. Mais c'est aussi le danger du monde agroalimentaire. Puis c'est ce que je vis, moi, je suis là-dedans depuis... Ma première business, c'était ça, ça a été l'agro, puis j'ai toujours été là-dedans avec Rise, avec Crudescence. Mm-hmm. C'est que c'est une business
de fou, de marge. C'est vraiment dur de faire de l'argent dans ce business. Ouais. Fait que si tu regardes n'importe quel produit sur ta tablette, là, ou même n'importe quelle entreprise que tu vas passer au Dragon qui vendent un produit alimentaire, là, en général, ils font pas d'argent. Ouais. Tu sais, en général, ils ont des ventes. Ouais. Ce qui leur donne du succès, ce qui leur donne de l'eau au moulin, ce qui fait que des investisseurs qui sont prêts à embarquer, mais le bottom line n'est jamais là. Parce que les marges sont tellement petites. Pourquoi? Parce que les marges ont été setées par les 5 géants que je parlais tantôt il y a 50 ans. Fait qu'en tant que civilisation, là, on est prêt à payer un certain prix à la livre pour la pomme et le brocoli, puis un certain prix pour une barre tendre, puis un certain prix pour du granola. Mais ce prix-là a été biaisé par l'industrie de masse, de monoculture. Qui font du volume, eux, qui font du volume énorme. Ouais. Puis la clé du succès dans les entreprises agroalimentaires, c'est le volume. Ouais. Mais tous les petits que vous voyez, que vous encouragez à tous les jours, toutes les petites compagnies de breuvage qui sortent, qui popent un peu partout, qui font de la pub sur Instagram, ils mangent leur bas parce que le consommateur n'est pas prêt à payer le prix que ça vaut. Puis le produit bio, artisanal qu'on trouve cher, dans le fond, il est juste le juste prix ou même il est pas assez cher. Faites-moi confiance, là. Il est vraiment pas assez cher. Ouais. Mais c'est un message qui est dur à dire quand le monde sont là en train de manger du ballonné parce qu'ils sont pas capables de payer l'épicerie, de faire en passant à l'épicerie, là, même si vous la trouvez chère, elle est probablement pas assez chère pour avoir une diversité d'offres qui est concurrentielle. Mais les produits locaux. Oui, mais là est le problème de nos valeurs puis de notre priorité. Ouais. Tu sais, sinon, n'importe lequel Québécois, combien tu payes, tout le monde parle d'épicerie. Quand tu écoutes la radio, toute la radio sur l'inflation, ça parle d'épicerie, l'épicerie. Mais on dépense encore bien de l'argent pour notre linge. Puis notre linge de marque, puis un T-shirt qui vaut 75$ alors qu'il en vaut 25 cents pour vrai. C'est ça que ça a coûté à faire. 25 ça, les marges, c'est pas la même affaire. Ça n'a rien à voir. Fait que c'est une question de priorité. Le peuple québécois est le peuple. Je parle pas des Canadiens, je parle des Québécois qui dépensent le plus faible pourcentage de leur revenu annuel à l'épicerie. Ah ouais. C'est quand même grave qu'est-ce que je viens de dire. Je vais le répéter. On est le peuple, pas les Canadiens, les Québécois qui dépensent le plus faible pourcentage de notre revenu en bouffe. C'est juste de ça qu'on parle. Ben oui, puis on est c'est trop cher, mais j'ai des beaux Michael Jordan Air dans mes pieds qui m'ont coûté 275$. Ouais, puis qui n'ont rien coûté à faire. Non, c'est quelque ça. part en Chine. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. En fait, je pose la question, pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi est-ce que on fait pas cette différenciation, puis on a des doubles standards dans la façon avec laquelle on consomme? Je pense que notre consommation est une réflexion de notre consommation. Comment je peux vous expliquer ça? C'est qu'on est une société de consommation. On a appris on grandit. Même ma fille, elle a 3 ans, puis elle sait que les choses coûtent de l'argent, puis elle va acheter des affaires, mais c'est pas tout qui est disponible. Ouais. Puis cette consommation-là nous a amené à nous identifier par rapport à ce qu'on consomme. T'sais, si j'ai une BM dans le cours, vous ne me voyez pas de la même façon que si j'ai une Tercel. Okay, la perception immédiate quand quelqu'un arrive dans ta cour selon son char est différente selon le statut social, notre identité personnelle est très profondément reliée en corrélation avec qu'est-ce qu'on consomme. Mon barbecue, si c'est un beau barbecue, là, tu sais, les nouveaux, là, je sais pas c'est quoi les noms. Broiler King, là, versus si j'ai un Coleman, tu me vois pas de la même façon. Tu sais, puis je me vois pas de la même façon moi-même non plus selon ce que je consomme. Parce que c'est de même qu'on s'identifie. On a appris à s'identifier selon ce qu'on consomme, mais on n'a pas appris à s'identifier selon ce qu'on mange. Fait que si tu vas dans un resto exceptionnel, il y a une bonne chance que ce soit de la bouffe vraiment encore cheap qui est là, elle est juste présentée différemment. Parce que la bouffe n'a pas suivi le reste. Fait que c'est un peu ça le problème. Puis c'est quelque chose qu'on met dedans de nous, on le voit pas, qu'est-ce qu'on mange. Personne ne le sait, qu'est-ce que j'ai mangé à midi. Fait que pourquoi je mettrais de l'argent là-dedans? Alors que mon linge, mon char, ma bague, ma montre, le monde le voit, fait que ça me crée un statut. Ça fait tout sens? Oui. C'est ma réponse instinctive. Sur le coup. C'est un bon instinct. J'ai l'impression que c'est un instinct qui est quand même assez construit. Là. Si tu me dis que tu n'avais jamais réfléchi à ça avant, c'est quand même assez étonnant. On the spot quand même, c'est quand même une bonne réponse. Je pense que je l'avais jamais mis en mots, mais je l'avais pensé. Je comprends. Puis quand tu arrives, toi, justement, avec Lube, qui est un produit qui est quand même premium dans son coût puis dans sa confection, comment tu arrives dans chaîne en disant voici un produit qui va être plus cher, voici un produit qui va être qui va concurrencer des produits beaucoup moins chers, ces tablettes. Comment tu arrives là-dedans? J'imagine juste avec ta mission comme carte d'affaires en disant voici ce qu'on a derrière le brand. Ouais, je te dirais que c'est 80% mission, 20% produit. Faut que le produit soit bon.
Ouais. Tu sais, avant tout, là, peu importe ce que tu vends, t'as beau avoir une belle mission, là, c'est beau être Grano ton affaire ou tu changes le monde. Là. Si c'est dégueulasse ou c'est pas beau, ça marchera pas. Là. Mais c'est quand même juste 20%. Ben, je dis ça. Là. Ouais. Moi, j'aime ça, Peut-être garocher 25. des chiffres de même. Là. J'ai aucune crise d'idée si c'est 75 ou 80 ou 20. Mais Ouais. Non, mais tu Comment dis le je produit, veux il faut qu'il soit bon, mais ça reste que Oui. c'est minoritaire dans le big picture. ben, c'est parce qu'il est beau être bon. Faut que tu le mettes sur ta tablette puis ça vende avant que le monde le goûte. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, un produit, là, ça a beau être exceptionnel, faut que la personne l'achète avant d'y goûter. Si le branding Tout est le là temps. à chier puis que personne ne l'achète, personne n'y goûte jamais. Exact. Ouais. Fait qu'il faut que le branding soit là, puis il faut que la storytelling parle assez Ouais. pour que la personne ait un appeal, tu sais. Ouais. Puis le storytelling, tu le vois pas en voyant le produit. Il est trop C'est tard, ça. parce que le produit, c'est 4 secondes. Tu as 4 secondes sur une tablette pour attirer l'attention. Fait que c'est pas l'histoire qui va attirer l'attention. Mais l'histoire va faire que je suis dans un podcast en train de parler de mes affaires, va faire que je vais passer à la télé, je vais passer au Dragon, les médias vont parler de nous parce qu'on était les premiers à faire l'économie circulaire puis à amener ça sur la map. Fait que cette histoire-là va amener du marketing qui vaut des impressions qui coûtent vraiment pas cher. Ouais. Fait que, puis ça t'amène de la visibilité. Puis après ça, ben, ton brand, il faut qu'il te fasse un pick-up. Fait que Ouais. c'est beaucoup, il y a beaucoup d'éléments, là, on s'entend. Ouais. Mais je sais plus c'était quoi la question. Ben, c'était comment t'arrivais à compétitionner avec les brands vraiment moins Mais chers, en mais fait- ça fait du sens, là. Oui, puis il faut comprendre, les bannières aujourd'hui ont aussi un plan de développement durable, ont aussi une pression autant de leur board d'administration que leurs employés, que leurs consommateurs, de dire, OK, ben c'est quoi que vous faites, vous, pour l'environnement? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le futur qui est pas très beau à voir? Ouais. C'est que tout le monde a un plan de développement durable et de sustainability. Fait que quand on arrive avec notre projet puis qu'on montre les gaz à effet de serre qu'on réduit, qu'on montre notre impact environnemental immédiat carrément en prenant des aliments qui allaient au site d'enfouissement puis en les remettant dans la chaîne de valeur, eux sont comme, man, c'est génial. Ben, Ça vient je déjà satisfais- répondre, crocher des... ça coche mon besoin du consommateur, ça coche notre besoin à l'interne de faire du sustainability. C'est pas moi qui ai besoin de réfléchir, quelqu'un le fait. Ouais. C'est juste, c'est du gros bon sens. Ouais. tu sais. Puis quand on parle de... Excuse-moi. Quand on parle d'économie durable puis les checkmarks de ces chaînes-là, c'est quoi... À quel point c'est vrai ou à quel point c'est un spin de PR qu'au final, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau, là, tu sais? Parce que je t'entendais sur d'autres podcasts parler de l'énormité des aliments jetés, là, Ouais. tu sais, comme je pense 45% des fruits et légumes puis 30% des aliments en Ouais. général, là. Fait qu'on peut se dire que vous autres, vous arrivez avec Loop qui vient gérer j'imagine une fraction Exact. des pertes de fruits et légumes. Ouais. Mais je veux dire, le reste, il continue à Le être reste- jeté, à le être reste, il va gaspillé, à à être dans le site d'enfouissement. Puis là, Exact. je diminue pas du tout Non, votre tout à mission fait. ou ce que vous faites, mais à quel point est-ce que ces grosses chaînes-là, ces multinationales-là, font vraiment un effort conscient ou disent « Ah, voici, nous, on a Loop sur nos tablettes, puis on fait attention à l'environnement, tu sais. » C'est pas vraiment une question d'effort, c'est une question de finance. Ouais. Tout est là. Ouais. Si tu dis à quelqu'un, hey, détourne des fruits et légumes, puis ou bien trie tes emballages avant de les envoyer à Dompe, là, parce qu'on les envoie à Dompe parce qu'ils sont emballés. Hein. C'est des fruits et légumes qui sont destinés aux tablettes d'épicerie. Fait que c'est du grade 1. Là, tu sais. L'industrie agroalimentaire prend du grade 2 ou 3. C'est des fruits et légumes qui sont destinés à la transformation alimentaire. Ça fait quand j'achète un smoothie qui n'est pas lourd, ben c'est un smoothie qu'ils ont acheté des bananes IQF en purée aseptique avec de l'acide citrique dedans en baril qui vient d'un autre pays. Nous, on prend des bananes qu'on reçoit d'une bannière ou de distributeur qui seraient vendues inévitablement sur une tablette d'épicerie, puis on les épluche. Okay? Ça, c'est la différence entre notre entreprise et n'importe quel autre agroalimentaire. Maintenant, est-ce que les bannières, puis tout le monde qui embarque dans le système avec nous d'économie circulaire, ta question un peu, c'est est-ce que ça a un impact? Il y a deux questions. Est-ce que ça a vraiment un impact? Ou c'est juste un coup d'épée dans l'eau? Puis est-ce que l'intention est vraiment là ou bien c'est plus pour avoir une belle image? Ouais. Puis, pour répondre à la deuxième en premier, on s'en calisse. Je m'excuse, là, mais que mon partenaire d'affaires veuille avoir une belle image en faisant ça, tant mieux. Ça change rien Ça au change résultat. rien au à la résultat. résultante. Le fait que le green puis le sustainability soit à la mode, c'est une bonne chose. En autant que ça En soit- autant que ça soit fait pour soit vrai. vrai, ouais. Exactement. Puis ça, on va en parler un peu plus tard. On va pas tout, on va en parler. Parlons-en. OK, regardez. Là, on a Bencher fait le ça. sujet posé, sujet développé, C'est ça. puis on rentre dans le Ouais. premier On argument. va bencher le greenwashing tantôt. Ouais. Fait que la mode en ce moment est dans la bonne direction. Ouais. C'est excellent. Ouais. OK?
Après ça, la première question qui est est-ce que ça a vraiment un impact? Ben, il faut commencer quelque part. Ouais. Tu sais, puis nous, en sachant que dans notre produit, ben 95% de ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui est allé au site d'enfouissement. Ça a quand tu regardes notre résultat, quand tu regardes notre résultat total depuis 8 ans, c'est huge l'impact qu'on a en fait. Beaucoup de C'est fruits. énorme. C'est vraiment beaucoup de détournements de fruits et légumes. Combien de qui allent au site fruits à peu d'enfouissement. près? On est rendu à peu près à 21 000 tonnes. 21 000 C'est beaucoup, tonnes. 21 000 tonnes. Ouais. C'est toi qui Une tonne, ça ressemble à quoi, mettons, visuellement, le 25 fruit? tonnes, là, c'est un troc de 53 pieds au complet. Ça, c'est à peu près 25 tonnes. 25 Fait que 000. 21 000 tonnes, 21 000, ça. c'est beaucoup de trocs Ouais. de fruits et légumes. C'est beaucoup de bateaux puis de paquebots de fruits et légumes. Tu sais, qui allaient à Dompe, non seulement qui allait à Dompe, mais qui allait à Dompe avec son emballage, Ouais, c'est puis ça. son carton. Puis nous, on trie le carton, on le revend, on trie le plastique, on le compresse, puis on le revend quand que ça va bien. Puis puis toute la pulpe, puis le rejet, ben, on l'envoie chez Antosystème qui C'est nourrissent ça. des larves. Tu sais, fait que ça a un gros impact. C'est pas juste des fruits qui auraient été. Ben, tu sais, de un, sont gaspillés, ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, ils ne seraient pas juste dégradés de façon naturelle. Et il y aurait tout. Non, mais c'est le gros issue d'envoyer au site d'enfouissement de la matière compostable, c'est que c'est une des pires choses qu'on peut envoyer au site d'enfouissement. Parce que ça crée énormément de méthane, ça crée des gaz, ça se décompose pas parce qu'on enfouit, donc il n'y a plus d'oxygène. Fait que ça se décompose pas, en fait. Fait que ça détériore vraiment la biodiversité. C'est une des pires affaires qu'on peut faire. Tu sais. Fait que de le détourner, c'est la meilleure des choses. Mais, évidemment, est-ce qu'on change le monde? Oui, mais est-ce qu'on réduit vraiment en totalité le gaspillage alimentaire au Québec? Genre fuck all. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, zéro. Là. On est encore un speck dans tout ce qu'on jette. Il faut tu sais. qu'il y ait un premier spec pour... Oui, puis l'idée, c'est d'inspirer les autres industries à emboîter le poids. Puis d'avoir fait ce qu'on a fait avec Courchaine-Larose, qui ont été les premiers. Hein, ils ont été les premiers à donner un coup de fil et dire « Hey, on jette des fruits et légumes ». Déjà, ça, c'était gros, parce que la plupart des gens, ils veulent pas te dire ça. Tu sais. Puis le fait qu'ils ont fait ça, puis qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, puis ça a fait que ça l'a fait une espèce de... Tu sais, dans les 7 dernières années, là, ça l'a fait une traînée de poudre. Tu sais. Le feu est pris dans la place. Tu sais. Fait que là, tout le monde appelle. Tout le monde est quand même « Moi, je jette ça, moi, je jette ça, moi, je jette ça, moi, je jette ça ». Fait on sait qui jette quoi, où. Tu sais. Puis on a inspiré des grandes entreprises qui sont en train en ce moment de faire l'R&D pour lancer des produits en économie circulaire aussi. Fait que dans un an, garanti, je le sais, à ici, les gros joueurs de ce monde, dans les 5 compagnies que je parlais tantôt, sortent des produits en économie circulaire. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'il y a 7 ans, on a décidé de faire ça, puis ça a vraiment fait parler. Puis on m'a invité chez Del Monte, on m'a invité à NYU, on m'a invité à gauche à droite pour parler du projet, puis là, tout le monde en parle. En fait. Ça, pour Loop, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, un investisseur, un actionnaire va me dire, David, ta gueule. Ouais. Parce qu'on se crée de la compétition. Après ça, l'activiste en moi va dire, mais pas juste l'activiste, l'entrepreneur aussi. L'activiste en moi va dire, pas de problème, c'est un C'est ça qu'il mouvement, faut. c'est ça qu'il faut. Mais deux, l'entrepreneur aussi, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui croit au silo, puis à être verticalement intégré, puis à faire toutes nos affaires nous-mêmes, puis signer des NDA, tout le pas de bon sens que tout le monde, puis tu non-compete. Puis je suis vraiment beaucoup dans partager nos solutions, partager nos bons coups pour que qu'on s'élève, en fait. C'est un peu ça. Puis moi, je crois vraiment que plus tu partages tes projets, même tes idées que tu as en tête de ce que tu veux dans le futur, plus tu vas le créer. Mais bon, j'étais un peu spirito-fucké pour ça, là, mais j'y crois à fond, en fait. Tu sais. Puis plus tu partages tes idées, plus tu vas avoir un bounce puis un feedback du monde autour de toi puis de la société qui va te dire « Hey, peut-être que t'as pas pensé à ça, t'as-tu pensé à ça? » Alors que quand t'es dans ta bulle puis tu veux tout faire toi-même, t'es tout seul. Qu'est-ce qui... tu parlais de l'activiste en toi, l'entrepreneur en toi. Qu'est-ce qui vient avant? Qui est arrivé en premier? L'activiste, c'est sûr. Mais oui, j'étais ado. Ouais. Fait que l'ado vient avant l'entrepreneur tout le temps. Tu étais environnementaliste avant de savoir que tu avais la fibre entrepreneuriale. 100%. Puis pour moi, c'est complètement relié. Pour moi, il n'y a pas un entrepreneur puis un activiste. Pour moi, c'est comme... c'est complètement imbriqué. Mais il y a des entrepreneurs qui ne sont pas activistes. La plupart. C'est ça. Il y a des activistes qui ne sont pas entrepreneurs aussi. Ouais. La plupart n'ont pas beaucoup de succès non plus. Il faut faire les deux. Il faut que ça marche. Moi, puis ça, c'est ma philosophie. C'est vraiment pour moi, mon golden nugget que j'ai l'impression d'avoir appris dans les 20 dernières années d'entrepreneuriat et d'activisme que j'ai fait, c'est que tu dois lancer une entreprise rentable pour que ton projet d'activisme ait vraiment un impact à long terme puis soit pérenne dans le temps. Sinon tu es juste une OSBL qui dépend des dons. Puis tes dons peuvent changer quand le gouvernement change.
tu sais. Puis selon le bon vouloir de tes philanthropes qui te supportent. Fait que c'est épuisant, tu sais, aller chercher toujours des dons pour ton petit projet. Ouais. Puis ton impact est limité, là. Ben, il y a vraiment un plafond que tu peux pas dépasser, là. Exact. Ben oui puis non, dans le sens il y a des organismes qui dépendent de dons qui existent depuis des années. Il y a des food banks exceptionnels qui réduisent le gaspillage alimentaire beaucoup aussi, qui vont toujours avoir des dons, on dirait. Je sais pas comment ils font, mais ils ont toujours de l'argent qui rentre, puis c'est merveilleux, mais c'est pas tout le monde, tu sais. Puis quand tu étais activiste, puis pas futur entrepreneur. Encore. Oui, non, mais je veux dire, quand tu étais seulement activiste et pas encore entrepreneur, mettons, quand est-ce que tu as compris ça? Que tu voulais vraiment faire un changement? Ou comment tu as compris ça? Qu'il fallait que tu te lances en entrepreneuriat? Quand je me suis rendu compte que mon activisme était plus de l'égoïsme, parce que j'étais tout nu sur la plage à Hawaï, bronzé, j'étais heureux, puis ça allait bien, mais que j'aidais pas le monde. Planète. Ouais, je sauvais la planète. Je sauvais la planète en bobette, puis c'était bien, tu sais, j'étais mougli, mais puis je vivais de la nature, puis j'avais pas une grosse empreinte, etc., mais quand même, tu sais, j'étais comme, c'est tout ça, là? C'est-tu vraiment ça, tu sais? J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de partager quelque chose. T'es en refus du système, finalement, mais pour le changer, il faut en faire partie. Exact. Ouais, littéralement. Ouais, puis je pointais beaucoup du doigt. Tu sais, les activistes, souvent, pointent du doigt. Ouais. C'est toujours la société le problème. C'est toujours, non, mais ça, c'est le gouvernement, c'est lui, pourquoi c'est ça, non, mais les chars, mais on est toujours les plus brillants quand on pointe du doigt. Tout le monde le fait mal, mais moi, j'ai la solution, mais la solution, c'est ton bacon dans ton salon, là, à jouer à Fortnite, là, c'est pas la solution. Il y a des limites. Si tu veux vraiment avoir un impact, il faut que tu te mouilles, il faut que tu prennes des risques, puis il faut que tu fasses partie de la société. Ouais, je pense que oui. Puis tu penses-tu qu'il y a de la place pour plusieurs types d'activisme? Mettons, moi, pour avoir vu de proximité les activistes véganes aller lancer du faux sang sur des gilets de fourrure assortis du Canada Goose. Ouais. Puis il m'a dit, OK, c'est pas ça pour moi. Puis je pense pas non plus que c'est ça pour ben du monde. Ouais. Mais qu'après ça, ce monde-là, ou encore juste l'exemple des activistes véganes qui sont rentrés au Joe Beef, là, de faire, OK, c'est vrai, me semble que c'est vraiment pas ça l'idée, mais en même temps, pendant une semaine, on en parle. C'était dans tous les médias à parler de ça. Fait que tu penses-tu qu'il y a aussi de la place à différents types? Parce que tu sembles dire que si tu veux être un activiste qui a de l'impact, il faut que tu partes une business, que tu fasses de l'argent, que tu sois rentable. Est-ce que c'est le seul chemin, d'après toi? Pour faire passer un message, pour modifier une mentalité, pour... C'est une question un peu... c'est dangereux de répondre à cette question-là. Honnêtement, à long terme, je pense qu'il y a juste une façon d'être activiste. Ouais. Si tu veux avoir un impact rapide à court terme, puis faire un petit stunt, puis fine, tu sais. Je pense que le meilleur exemple de big scale de ce que tu parles, qui est des activistes que j'encourage encore financièrement, que moi, je leur donne de l'argent encore, c'est Sea Shepherd Society. Ouais. Right? Ils rament des bateaux, là, carrément, là, qui font du illegal fishing, de la pêche à filet, de baleines. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, allez les voir. Ils sont incroyables. Ils ont une série télé. Mais, encore une fois, leur impact là, est vraiment... En fait, le problème, quand tu fais cet activiste-là, c'est que c'est du for us, by us, tout le temps. Fait que tu crées un son puis tu crées du bruit qui va mobiliser les troupes déjà vendues à ton message. C'est ça qui se passe. Parce que c'est tellement radical qu'il n'y a aucune personne... Parce qu'on s'entend que la majorité de la population n'est pas radicale. Ouais. Hein, on s'entend, les radicaux, c'est une minorité. Ouais. Puis quand tu fais de l'activisme radicaliste, ben, tu vas parler à tous les autres radicaux autour de toi, puis tu vas les mobiliser. Tu prêches aux convertis. Tu prêches aux convertis qui vont s'engager, qui vont se mobiliser, qui vont faire OK, puis ça va faire un peu de bruit, ça va faire parler, mais ça va pas changer les masses. Tu sais, ces Shepherds sont gros, ils reçoivent beaucoup d'argent parce qu'il y a plusieurs très riches millionnaires artistes comme Paul McCartney qui leur donnent des millions de dollars pour s'acheter des bateaux. Mais encore une fois, il n'y a pas grand monde qui les connaissent. Puis ils parlent à du monde comme moi qui était vegan, puis j'étais comme « Yeah, let's go! Vas-y, rame les bateaux! » Mais ils n'ont pas tant d'impact que ça. Ils vont pas changer les mentalités du monde. Right? Mais alors que si tu te pars un projet qui fait, mettons, on prend Beyond Meat. Ouais. OK? Puis Beyond Meat, là, ils ont réussi à rentrer leur viande chez IW. Ouais. Mais là, il y a beaucoup de monde puis on peut checker les chiffres, là, si vous voulez, live ou whatever, là, mais il y a beaucoup de monde qui achète du Beyond Meat chez IW. C'est du monde qui mangeait de la viande avant. C'est pas des radicalistes. C'est pas du monde qui était
ah, fuck la viande, c'est pas bon pour moi. Non, c'est du monde comme toi puis moi qui mangeait de la viande, qui en mange encore, mais qu'une fois de temps en temps, vont prendre ça, puis ça a un crise de gros impact. Exact. Beaucoup plus, parce que tu transformes les mentalités du monde normal. Ouais. Puis les habitudes aussi. C'est la première fois que je parle de ça, fait que j'ai l'air d'avoir une idée réfléchie. Mais encore une fois, c'était je très la bien forme formulé. pendant que tu me poses des questions. Ouais, mais t'as raison, tu sais que, mettons l'exemple, pour garder l'exemple de Sea Shepherd, quelqu'un qui décide de se partir une business de photons, que là, le photon qui est vraiment un R&D incroyable, des photons, là, photons canons, du photon. Des photons de la lumière. Mais quelqu'un qui se part une business de photons, qui est vraiment bon, vraiment bien recherché, qui tranquillement commence à rentrer dans des épiceries, dans des marchés spécialisés pour commencer, mais qui commence à s'étendre, ben, évidemment que ça a rapidement un plus grand impact que de ramer un bateau. Ouais, puis tu feeds l'économie de la bon sens. C'est-à-dire tu crées de l'emploi clean, parce que tes employés travaillent pour une entreprise qui a un impact positif, qui optimalement, si c'est comme l'eau, ben, il est net zéro même, là, qui réduit les gaz à effet de serre, c'est encore plus exceptionnel. Ouais. Puis tu crées pas de dépenses. Tu sais, si on prend des activistes qui vont tirer du sang ou qui vont péter des vitrines ou whatever, ben, tu crées un roulement. En fait, tu crées de la consommation. Il faut qu'il la change, sa fenêtre. Mm-hmm. C'était pas nécessaire de créer cette consommation supplémentaire-là. Il va falloir qu'il change son textile que tu as souillé. Il va pas juste fermer parce que tu as tiré une bombe de tu sais. C'est ce que je veux dire. Fait qu'il y a tout un mouvement, il y a tout un cercle vertueux dans partir un projet qui est rentable, qui s'intègre dans une société capitaliste, que si tu es un activiste radical, tu n'auras pas cet impact. Ouais. J'ai une expérience récente avec Bloom Sushi. Ouais. Qui a ouvert un Bloom Sushi. Je fais une pub de Bloom Sushi en plein milieu du podcast. Bloom, c'est incroyable. Il y en a un à 3e Avenue à Limoilou. Là. Ben, c'est ça, exact. C'est celui-là. Puis, tu sais, mon père, il est une expérience de Bloom Sushi. Grosse pub pour Bloom. Non, mais mon père est un homme de son époque. Puis quand on parle de manger du tofu, puis quand on parle de manger végé, puis tout ça, c'est comme... Juste il est pas trop... Il est pas trop down avec ça, tu sais. Juste raconter à David la réaction de ta mère quand tu lui as dit que t'allais être végétarien. Ah non, elle est en refus total, elle est en déni total. Oh non! T'es embarqué dans la secte, puis c'est la religion, puis là, c'est ton ami PH t'a corrompu. Oui, 100%. Le gourou. Puis là, en fond, bref, ma soeur, on a aidé ma soeur à peinturer, puis là, pour nous remercier, elle commande des sushis, puis elle commande du Bloom, puis elle commande des sushis traditionnels, là, normaux, là. Puis mon père est là, puis tu sais, évidemment, là, premier réflexe, c'est comme aller vers ce qu'on connaît, tu sais. Puis là, tu sais, ils sont vraiment beaux, puis ils ont l'air bons, les bons sushis, tu sais, puis ils sont végés, même. Fait que, je vais essayer ça, puis là, il goûte à ça. Puis tu sais, j'ai vu, là, genre, tu sais, l'étincelle, j'ai vu le début d'un germe de changement, de comme, t'as peu. OK, ils sont fucking bons, ils sont fucking meilleurs que ceux-là. Ils sont pas juste une tentative, là. Ils sont une nouvelle affaire. C'est une nouvelle affaire, c'est vraiment bon, c'est bien fait, c'est bien présenté. C'est une sacrée bonne pub que vous faites là. Justement, le podcast est présenté. Non, mais ça pour dire qu'en faisant un vraiment bon produit, puis que, tu sais, qui est végé, donc un impact environnemental positif, plus positif que de manger de la viande ou du poisson. Puis d'avoir été par hasard sur le chemin d'une personne qui est a priori fermée à ce genre de changement-là. Puis juste par la qualité du produit, puis la qualité de l'expérience, faites un changement chez cette personne-là de dire OK, non, ça peut être vraiment, dans le fond, aussi bon, sinon meilleur. Ouais, puis tu vas jamais changer les mentalités en pesant dessus. C'est jamais en pesant fort que tu changes le monde. Puis en critiquant, puis en faisant se sentir coupable. C'est en donnant de l'espace. Tu sais. C'est un peu le concept là, du chien qui a peur. Là, tu sais, s'il y a un chien qui est peureux, puis c'est une drôle de métaphore. Vas-y, on te suit, on est là. Ouais. On invite les gens à mettre à 0,75% de vitesse juste pour être sûr. Si tu essaies d'aller le voir, là, puis de l'amadouer, ça ne tente pas, il ne te trosse pas. Mais si tu reviens de bord puis tu lui donnes pas d'attention, il vient de sentir le cul, ce chien-là. Puis il veut savoir t'es qui. Puis si tu mets ta main même sans regarder, tu le flattes, mais là, il commence à te faire confiance. Puis c'est un peu la même chose pour, en général, chanter les mentalités dans la société. C'est que si tu fais des trucs radicaux, puis tu pousses, puis tu es intense, la masse, là, sont comme non. Mais si tu donnes l'espace, puis ils goûtent, puis là, ils l'ont vu quelque part, puis ils ont vu quelqu'un qui aime, qui connaissent dans la société, ou un artiste qui en a parlé. Puis,
là, les changements se font. Ouais. Il écoute le sans fil, Ça il marche entend avec la une pub du métaphore, Blue. là. Ben oui, tout à le fait. chien peureux. Tout à fait, ouais, c'est bon. Mettons que... Parce que j'invite les gens à aller écouter d'autres podcasts que tu as fait pour entendre ton parcours au complet, là, de Crudescence à Loop, là, en passant par Rise. Mais un genre d'entrepreneur en série comme toi qui voit, qui connaît l'industrie agroalimentaire, qui connaît le gaspillage, qui connaît les enjeux environnementaux de cette industrie-là, qui a le projet Loop, si tu avais infini de temps dans ta vie en ce moment pour adresser d'autres enjeux ou d'autres angles morts de ce que tu constates en ce moment par rapport à l'économie, par rapport à comment on vit dans cette chaîne d'approvisionnement-là, qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi les autres enjeux, à part les fruits et légumes, qu'évidemment on t'entend parler beaucoup parce que c'est ce que tu fais, mais j'imagine que tu constates beaucoup d'autres choses, ou est-ce que tu pourrais te dire, si j'ai infini de temps, j'adresserais ça. Il y a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Hein. Moi, j'étais un peu... c'est pour ça que je te pose la question, parce que je suis persuadé que dans ta tête, tu as déjà pensé à cette question-là. Tu sais. 100%. Puis j'en ai toujours 25 dans la tête. Ouais. Là, tu sais, mais je pense que dans le sujet de l'économie circulaire et de ce qu'on fait, je pense que l'industrie qui a le plus de besoins, vraiment, là, qui rit à l'aide, là, c'est l'industrie du textile. Cette industrie-là a un impact énorme sur l'environnement. Genre, c'est exceptionnel la quantité de vêtements qu'on jette, qu'on throw away, la quantité de pesticides, la quantité de colorants. C'est une industrie comme de consommation qui fait aucun sens. Fait qu'il y a ça. Puis après, il y a l'emballage, qui est une industrie aussi qui... Le fait que tout le monde puisse avoir son propre emballage, que, tu sais, moi, j'ai pu faire mon propre moule de bouteille à moi, puis c'est mon moule, puis c'est ma bouteille, puis tout le monde a des couleurs différentes, puis des formats différents, puis des bouchons différents, ça amène vraiment un gros problème pour la recyclabilité. Fait que ça, c'est... Je t'en ai donné deux, là, là, mais il y en a deux, là, que c'est comme... Ils ont vraiment de l'impact, ces deux choses-là. Puis ça, c'est dans le monde de l'économie circulaire. Ouais. As-tu des pistes de solutions pour... Ah oui. Un entrepreneur. C'est ça. Parce que tu sais, moi, je l'écoutais ton podcast avec Étienne Boulay, puis je me disais, genre, OK, je vais lancer un nouveau projet d'économie circulaire, puis genre, je veux m'impliquer. Puis là, après ça, je t'entendais parler des enjeux du quotidien puis de la logistique de ce type de business-là, puis de juste penser finalement je suis plus sûr que ça me tente là. Mais quand là on reçoit les commandes une semaine d'avance, puis là il faut planifier c'est quoi la prod la semaine d'après, puis à chaque semaine ça change, puis c'est du stock en crise là. C'est qu'il faut que tu le penses en gros. Ouais. Tu peux pas faire un projet en disant je vais commencer puis on va voir ce que ça... Faut que tu aies une vision que tu es comme OK, faut que ça soit big. Parce que c'est quand c'est gros que tu as de l'impact. Ouais. Fais ta petite affaire, puis tu es comme hey, salut, j'ai recyclé les cravates du Simons pour faire des bas de nylon, puis c'est ça. Acheter mes bas de nylon. Pour vrai, non, mais c'est correct. C'est mieux, c'est mieux c'est correct. Tu sais. C'est juste que faut que tu ailles déjà, faut que tu saches que c'est un enjeu majeur. Puis que le gisement, là, le surplus, quel qu'il soit vraiment gros, puis que tu puisses vraiment le régler. Puis que tu aies du volume, que tu aies une demande de l'autre bord qui fait que tu vas pouvoir vraiment régler un vrai problème. Tu prends une solution majeure au problème majeur. Tu peux pas dire, OK, je vais prendre un perlin-pimpin de cette affaire-là rejetée, puis je vais en mettre dans mon affaire, puis je vais dire que j'ai sauvé cette affaire-là pour être cool. Tu sais, ce que beaucoup de monde font en ce moment-là. C'est pas mal tout le monde. OK. Fait que ça non plus, là, c'est pas la meilleure idée. Tu sais. Fait que... C'était quoi ta question? Non, mais c'était... Doom te demandait la piste de solution. Ouais, la piste de solution. On va parler des textiles. Mettons qu'on brainstorm. Ouais, OK. Mettons qu'on brainstorm dans l'industrie du textile. Ce serait, par exemple, de dire OK, moi, je recueille les vêtements que vous voulez plus utiliser. Je les transforme en nouvelles pièces. Mais encore une fois, pour garder le règlement que tu disais tantôt de 20%, il faut que ton produit soit bon, mais faut que ton design soit sick. Surtout en vestimentaire. Fait qu'il faut que tu aies comme une styliste ou une couturière ou quelqu'un comme ça qui est capable de designer des trucs. Mais je pense pas que c'est nécessaire de reprendre un produit pour qu'il redevienne ce produit-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de réflexion scientifique, laboratoire sur le textile, puis le mélange de textile. C'est qu'il faut que tu puisses prendre toutes les sortes de fibres là, pour le simplifier. Je comprends. J'y vais dans le brainstorm. Best case scenario. Là, je prends toutes les sortes de fibres out there là, qui sont jetées à coups de
truckload à toutes les 2 minutes. Là, OK? Puis je peux les transformer en une matière avec un substrat, avec un polymère peut-être, qui fait en sorte que je peux construire des murs, du ciment. I don't know, something. Tu sais, mais il faut... Pas juste ressortir des vêtements de cette chaîne-là. C'est pas obligé. C'est encore mieux. Plus tu peux faire un produit de haute valeur financière avec un produit rejeté, mieux c'est. C'est sûr. C'est le best, en fait. Tu sais. Mais le problème, c'est que souvent, ça va faire du petit volume alors que tu veux régler un vrai problème. C'est ça. Fait que c'est sûr que si je suis un design... Puis il y en a, il y a de la haute couture qui reprennent du recyclage. Ils sont comme, ça, c'est recyclé, tout ça, c'est 4000$ la pièce. Sauf que 12 clients par année, ils font faire... Il n'y aura aucune crise d'impact sur l'environnement. Excusez mon langage. Tu sais. Fait qu'il faut des trucs de volume. Ouais. Ouais, écoute. Vas-y. Non, j'allais continuer la réflexion, mais vas-y. Puis ça c'est pour les textiles. Pour les emballages, maintenant, j'ai un esprit un petit peu plus communiste de ce côté-là. Bear with me, mais c'est qu'on a trop d'emballages. Ouais. Tout le monde dans le même pot. Oui. Puis c'est pas obligé de tout le même pot, tu sais. Mais il peut-tu avoir comme un standard, une bouteille de verre 1 litre, là? Ouais. OK. Il y en a une claire, il y en a une foncée. OK. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis il y a une sorte, puis il faut qu'on s'entende sur ça. Qu'est-ce qui est vraiment environnemental en emballage? Là, tout le monde est tellement mêlé. Ouais. Mais toutes les instances le savent. Le Recyc Québec, puis tout le monde dans l'industrie de l'emballage savent qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui l'est pas, mais le consommateur n'a aucune idée. Puis le gros problème, c'est que qu'est-ce qui crée des politiques d'emballage aujourd'hui? C'est pas les instances, c'est le consommateur. Demande, Le consommateur dit « Ah, je veux plus de plastique ». Fait que là, tout d'un coup, dans les chaînes hôtelières, ils disent « Nous, il n'y a plus de bouteilles de plastique ». Mais c'est un mauvais choix, c'est le pire choix. Comme le verre, c'est pire. Mais personne ne le sait. Okay. Fait qu'il faut qu'il y ait un... Puis ça, je pense pas que ça peut être juste du bon vouloir. Il faut que Recyc Québec, ou qu'il faut qu'une instance des guys, là, on met un coup de hache là-dedans, là. Faut qu'on réglemente. Faut qu'on ait une réglementation des emballages. Ça peut pas être free for all, là. Voici les emballages que tu as le droit d'utiliser pour un breuvage. Voici les emballages que tu as le droit d'utiliser pour un humus, là. Puis that's it. Arrêtez de penser à ça, là. Tu feras ton branding sur l'étiquette, s'il faut, là, mais oublie ça, là, les formes, etc. Puis moi, je suis dans l'agroalimentaire. Puis j'adore le design. On s'entend, là? Ouais. Fait puis moi, j'étais content d'avoir mon propre moule de bouteille. Mais même ça, je sais que c'est néfaste. C'est pas idéal. Ça serait mieux que tout le monde ait la même affaire. Ouais. Puis c'est drôle que tu dis ça, c'est la première fois que je pense à ça. Quand mettons, si tu enlèves les étiquettes de bouteilles de plastique que tu vois dans le dépanneur, tu es capable de dire c'est quoi le brand, juste en voyant la forme. Tu sais, la différence entre un Gatorade, un Powerade, un Coke, un Dr Pepper, tu le sais en voyant, même sans l'étiquette. Oui, ça a une force, évidemment. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine limite au free trade, là, puis à faire ce qu'on veut, puis il faut qu'on mette un petit peu de régulation de ce côté-là. Ça, c'est mon message. Aux auditeurs haut placés qui nous écoutent. C'est ça. Mais c'est drôle parce que j'imagine que si ça devient la norme, que tout le monde a les emballages semblables, ça va éliminer ce qui suit. Quand on regarde des brands qui ont tous le même package ou la même canette, tu sais, mettons les micro-brasseries là, qui ont toutes la même canette, puis la seule affaire qu'ils font, c'est mettre leur étiquette sur la canette. Ça fait cheap, on dirait. Puis probablement que si tout le monde était obligé de faire ça, ça ferait plus cheap. Ouais, exactement. C'est ça que je veux dire. Quand tu vas, mettons, dans un dépanneur avec les microbrasseries, tu sais que toutes les canettes, ils viennent toutes de la même place, puis ils ont juste collé un sticker dessus qui est différent. Là. Ça fait cheap. Puis là, après ça, t'as le sticker est tout imprimé à la même place. Probablement, en plus. C'est ça. Il y en a qui sont brassés à la même place aussi. Ouais, pas mal. Là, tu vois la canette de Budweiser qui est comme brandée au complet, puis elle est tellement plus belle, tu sais, la canette. Ça fait plus gros. On sait que t'es vendu Budweiser. Un deuxième pub. Je suis triste de plus boire. C'est la seule affaire. Je bois plus d'alcool depuis le premier. Je peux plus encourager Budweiser. Colin. Budweiser avait besoin de mon argent, puis là, je peux même plus les encourager. Mais tu parles de régulation, tu sais, le changement par l'entremise de l'entrepreneuriat, il y a un impact, mais j'imagine qu'il n'y a rien comme une bonne vieille loi pour changer quelque chose ou... Ça, c'est dangereux d'aller dans cette direction-là avec moi, les gars. Mais, mais moi, en fait, je peux-tu répondre à ces affaires-là? Honnêtement, oui. Rapidement, là, en effet, une bonne vieille loi, ça fait un job. Tu sais? Mais c'est les entreprises qui changent le monde. C'est pas le gouvernement. OK.
On le voit, là. Fait que toi, c'est ça, t'es pas en train d'attendre après le gouvernement de faut que ça change, On peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est tellement lent. Quand tu es un entrepreneur et tu as une business, vous le savez, vous en avez une business. Là. Ouais. Tu gères des finances, tu gères une équipe, tu gères des HR. Puis là, quand tu regardes comment que les choses sont gérées, là, tu sais, quand tu regardes juste le prix qu'on a dépensé pour l'application ArriveCan, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'était combien? C'était genre... C'était supposé être 60 000, puis finalement, c'était des millions. Là, ouais. Quelque chose que n'importe quel entrepreneur aurait eu le même résultat là, avec genre 120 000 $. C'est même pas une joke. Là. Ouais. 120 000, tu me donnes ça, tu me donnes 120 000, je te fais un ArriveCan. Je te le garantis. OK? Peut-être 130. Mettons, max. Fait que quand tu es entrepreneur, puis tu vois comment on gère nos finances, comment on gère l'argent du public, tu freak out. C'est fou. Capotes. Quand tu appelles à n'importe où, là, à Revenu Québec, à SAQ, t'es comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe là? Voyons donc. C'est comme la maison des fous d'Astérix Obélix. C'est vraiment similaire. Fait qu'on en dépense de l'argent. Quand tu vas à l'hôpital, tout ça, là, moi, je suis comme... C'est pas optimisé comme Loop. C'est pas optimisé. Puis en même temps... Il y a de la bureaucratie, il y a des salaires. C'est facile de chialer, c'est facile de pointer du doigt, mais c'est clair que c'est compliqué. Parce que c'est une grosse machine. Puis elle a grandi vite. Puis c'est la même chose d'entreprise. Quand une entreprise grandit extrêmement vite, comme notre machine de société, puis que le gouvernement doit gérer comme une entreprise, ben t'as des fuites, là, tu sais, puis t'en perds des scènes, là, tu sais, ce qui fait que faut que tu aies vraiment beaucoup de revenus pour pas trop te soucier de tes fuites. Puis en ce moment, on a beaucoup de revenus au Canada puis au Québec, tu sais, fait que ces gros revenus-là qui sont nos taxes fait en sorte que nos fuites sont gérables, tu sais, mais c'est une balance, fait que c'est facile pour moi de dire « Hey, ça n'a pas de bon temps, c'est mal géré », mais c'est compréhensible aussi, parce que la machine est grosse puis elle a grossi vite. Ouais, mais ça a quand même pas de bon sens. Non, mais dans le sens, ça a quand même pas de bon sens. Pour vrai, des fois, on voit des affaires... Moi, je vais reparler de ça, mais juste la gestion du transport à Québec, là, que ce soit le 3e lien ou le tramway, la façon avec laquelle ça a été géré, ton entreprise a fait faillite. Ça fait un hostie de bout, là. Si tu gosses de même avec un projet, si tu gaspilles de l'argent de même dans des études inutiles, je veux dire, c'est fou, là. C'est fou, puis c'est dur de... Mais la réalité qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur, qu'on a au gouvernement, c'est que faut que tu sois élu, gouvernement. Quand tu es entrepreneur, c'est ta business, là. T'es là. Tu peux prendre tes décisions. C'est la raison, la première business que j'ai parti Crudesense, on pensait, Mathieu et moi, faire une coop. Puis on a fait toutes les démarches avec nos premiers employés puis nos bénévoles. On est allé à Desjardins, ils nous ont expliqué la coop. Nos employés étaient vraiment excités, ils étaient comme cool, on va pouvoir voter. Puis là, Mathieu et moi, on s'est assis un soir et on a dit hey man, on va jamais avancer. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que tout le monde accepte. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il va falloir qu'on arrête puis qu'on fasse un meeting. Puis j'étais comme no fucking way, man. Moi, je sais ce que je veux, là. Let's go. On avance. Là, fait qu'on peut pas faire de coop. Les idéaux communistes sont morts à ce moment-là. Oui. C'est là que c'est complètement mort. C'est là que c'est pendant ce meeting-là que tu t'es coupé les cheveux puis tu t'es rasé la barbe puis tu as fait hey man, non. Ça marche pas, c'est pas cette utopie-là. Dans How I Met Your Mother, là, quand que Barney il arrête d'être hippie parce qu'il se fait comme il se fait voler sa blonde par un gars en suit, là. Puis là, genre, c'est comme le début d'un vilain, de super vilain, là. J'adore. Mais ouais, c'est clair. Ça arrive-tu, tu sais, là, on parle de la dualité ou la double identité entrepreneur-activiste qui travaillent main dans la main puis qui sont finalement un, mais ça arrive-tu que des fois que ça se confronte ces deux idées-là puis que l'entrepreneur veut quelque chose puis l'activiste dit non puis... à tous les jours. Ah ouais? Hein? T'as pas le choix. Surtout quand tu fais du manufacturier, là, tous les jours, t'as une décision qu'il faut que tu prennes qui est soit la décision business, parce que moi je suis en train de taper sur le micro, je le vire de bord. M'entendez-vous encore? Elle est correcte? Mais non, à tous les jours, tu es confronté à ça. Chaque entrepreneur est confronté à ça. Puis chaque entrepreneur, en général, est confronté à ça devant leur équipe. Parce que souvent, l'équipe de l'entreprise est tout le temps un petit peu plus activiste que l'entrepreneur parce que l'équipe a moins d'intérêt à ce que le profit soit... Et moins proche des chiffres. Exact. L'entrepreneur, tu penses toujours profit. Tu sais, fait qu'il y a toujours ce débat-là. Tout le temps là. Puis c'est complexe. Puis tu vois, Loop, on a un super bon exemple de ça. Quand on a commencé le projet, on savait pas quel emballage qu'on voulait. Puis on s'est dit, OK, ben c'est-tu du verre, c'est-tu de l'aluminium? Puis on a dit, OK, ben c'est quoi le best? Puis, mais le best sur quel plan? Le best environnementalement parlant, au Québec. Puis on s'est dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, moi, j'étais sûr que c'était l'aluminium. J'étais certain que ça allait être de l'aluminium.
ou le verre, mais j'étais sûr que le PET, le plastique, c'était pas une idée, là, tu sais. Ouais. Puis on a engagé une firme externe, ils ont fait un rapport de toutes les analyses de cycle de vie qui a été fait dans les 50 dernières années, puis ils ont répertorié, puis toutes les études, à 100%, disaient toutes, le PET est la meilleure emballage environnemental parlant quand on analyse son cycle de vie, là, du début à la fin de vie, tu sais. Ah ouais. Que moi, en tant qu'entrepreneur, là, je savais très bien que si je mettais mon jus dans du verre, surtout avec notre mission, Oui. puis en plus, quand on commençait, c'était un jus haut de gamme grano, là, tu sais, c'était une niche au début, les jus pressés à froid, c'était pas massif comme ça en ce moment. Tous mes clients, c'était des yogis, là, tu sais. Ouais. C'était sûr que si je mettais mon jus dans du verre, j'allais le vendre plus cher. Ouais. Je pourrais le vendre 50 cents de plus, juste parce que ça a l'air plus premium. Ouais. Puis, j'aurais une acceptation, j'aurais une espèce de stamp approval du client qui serait quand ils sont en vert, sont environnemental, les autres, je les encourage. Ouais. Sauf que là, on était conquis, mais nous, on sait. On a les données. On a les là. données, on les a faites. Là, C'est pas juste une impression. Que c'est pas le verre, c'est pas l'aluminium, c'est le fucking PET numéro 1, qui est une résine de plastique qui est recyclable, puis qui a une valeur financière dans le marché, puis qui est recyclée au Québec. Mais il va falloir qu'on prenne ça puis qu'on accepte que le client, lui, il le sait pas. Ouais. Puis il va falloir qu'on l'éduque. Fait que là, j'en parle toutes les fois qu'on m'invite dans Ouais. un podcast, j'en fucking parle parce que j'ai pas le choix. C'est ça, mais faut que t'envoies le J'ai pas message. le choix, là, faut que ouais. j'éduque, tu sais. Ouais. Puis Julie est sur le board de Recycle Québec pour être, tu sais, pour en parler, pour véhiculer le message. Fait que, mais pas juste pour ça, elle est là parce qu'elle veut aider, mais Ouais. fait que c'est un peu ça le danger quand t'es entrepreneur, c'est que t'as toujours un choix. Puis tu sais, j'aurais très pu dire fuck it, on le fait en verre. Ouais. De toute façon, tout le monde pense que c'est ça qui est mieux. Puis l'étude, je peux bien l'oublier en 24 heures. Ouais. Puis on va le faire en verre, on va en vendre plus, on va le vendre plus cher, puis les clients vont plus m'aimer. Tu sais. Mais on l'a pas pris cette décision-là. Fait que tous les jours, il faut prendre des décisions de même. Ouais, c'est ça. Pourquoi Rise, c'est en verre? Parce que le pH est vraiment bas. Puis à un certain pH, le plastique, le PET, il leach dans ton produit. Tu veux pas ça. Mais l'autre raison, c'est la pression, parce qu'il y a beaucoup de pression. Tu sais, il y a du gaz à l'intérieur. Mhm. Puis la troisième raison, c'est que on a pris cette décision-là dans le temps qu'on pensait que le verre, c'était mieux. Ouais. Puis on s'est acheté une usine avec une embouteilleuse Crown à 12 millions qui fait 300 bouteilles minute. 300 bouteilles minute. Fait que quand tu fais 300 bouteilles minute, il y a une machine qui vaut 12 millions, puis tu dis à ton board, hey, by the way, on a fait une Faudrait la erreur, il changer. faudrait qu'on mette du plastique, tu te fais envoyer chier. Ouais. Ce qui est normal. Même moi-même, je suis OK, c'est bien Ce qui est beau, là, mais normal. c'est bien beau, mais on peut pas. T'sais, financièrement, Ouais. c'est impossible. Si demain matin, je dis Rise, on fait ce move-là pour être plus environnemental, on fait faillite. Je peux pas changer mon embouteilleuse puis réinvestir un autre 13 millions pour Ouais. Ça revend pas Ça. sur Kijiji, une Non. embouteilleuse. Mais avoir su, si je l'avais su, on a acheté cette machine-là il y a 9 ans, ben j'aurais fait la move. Ouais. Absolument. Cette journée-là où est-ce que tu achètes une machine à 12 millions, ça ressemble à quoi le jour, mettons, du moment que tu te lèves, là? C'est pas une journée. Même, t'es-tu comme... T'as-tu genre un peu mal au ventre? T'es vraiment excité. Quand tu fais go, on y va? Quand t'es un entrepreneur et t'achètes une machine à 12 millions, t'es vraiment content. Ah ouais, hein? T'es excité. Comme ça n'a pas de bon sens. Parce que Ouais. c'est le next level. Là. Ça veut Ouais. dire que tu t'en vas à la prochaine étape. Tu sais, fait que, non, c'est malade. Puis ça veut dire que tu es approuvé. Ça veut dire que les banques ont dit, oh, on croit en ton projet. Puis C'est ça veut ça. dire, quand tu es approuvé, ça veut dire, OK, ben, ça veut dire que mon projet, il résonne. Puis il y a un stamp of approval. Tu sais, fait Ouais. que, ouais. Mais il n'y a pas le stress, l'anxiété qui vient avec déjà j'ai un prêt de temps. J'ai des comptes à rendre. Faut que je vende du kombucha en tabarnak, là. Ouais. Il y a un gros stress qui embarque. Ouais. C'est ça que le rat race du manufacturier. C'est tellement Ça rushant. arrête jamais. Parce que si tu n'as pas de volume, tu meurs. Puis si tu crois pas, tu meurs. Ouais. Si tu as des ventes stables là, à chaque année, là, si cette année à Loop, je vends les mêmes chiffres que l'année passée, là, mes banques ils sont pas contentes. Là. Mes investisseurs sont comme que ça marche pas. Là. L'industrie, là, les bannières vont être comme là. Le Nielsen nous montre que tu es stable. Là. Tes compétiteurs ils ont une croissance. On déliste. Ouais. La croissance puis le volume, c'est comme tu n'as pas le choix d'en avoir tout le temps. Sinon, ta valorisation d'entreprise descend aussi. Tu es valorisé sur tes chiffres puis sur tes ventes en général, surtout quand tu es en start-up. Si tu commences à arrêter de faire de croissance, là, tout d'un coup, ton concept de valorisation n'est plus du tout sur ton brand, Ouais. c'est sur ta valeur comptable. Ta valeur comptable, laisse-moi te dire qu'elle est moins excitante quand tu es en manufacturier. C'est parce que c'est un multiple de ton profit net. Mhm. Puis ça, souvent, en manufacturier, tu n'en as pas. Ouais. De profit net. C'est bien beau multiplier par autant que tu veux. T'as beau multiplier par 10, ça va quand même donner 0. Ou moins 30. Tu sais, Ouais. moins 30 000, moins 30 millions, je sais pas, mais c'est jamais bon. Tu sais, fait que t'es tout le temps pogné à
faut grandir, il faut aller aux États-Unis, comment on fait pour croître, il faut lancer une innovation, tu peux pas jamais sit down puis chiller. Tu peux pas. Ouais. Fait que même quand t'es à Saint-Adolphe d'Howard, dans le bois, tu chilles pas. Je chill pas. Tu chilles jamais. Non, je chill pas beaucoup. Non. mais Pourtant, t'as l'air d'un chiller quand même. T'as l'air d'un bon chiller, là. Genre, Ça, le on pourrait front, chiller quand même. ben, moi, je suis vraiment un procrastinateur hédoniste. C'est vraiment ça que je suis. Fait que le fait... Si j'avais à me définir. Non, mais avec là, un C'est verbe, pas les premières qualités que tu penses quand tu penses à un entrepreneur. Je le mettons, sais. C'est ça qui est exceptionnel quand que je pense à ça, c'est que j'ai réussi à faire des business en étant un procrastinateur hédoniste. Moi, je suis le plaisir avant tout. Je veux avoir du fun. Je veux comme... Puis je procrastine. Je suis comme, si je peux le remettre à demain, je vais le remettre à demain. Mhm. Fait que pour arriver à accomplir des choses puis créer quand t'es de même, ben, faut que tu sois excité. En fait, Ouais. faut vraiment que tu sois excité par quelque chose. Puis faut que tu te mettes tes propres time limits puis ta propre pression pour dire OK, ton limit, c'est là. Tu sais, j'ai écrit 7 livres. Ouais. Puis je les ai écrits en 3 soirs chaque. Ah oui, on dort. Ouais. Puis mon éditeur, puis c'est pas moi qui disais je vais écrire un livre, c'est ma maison d'édition qui était quand même, il faudrait que tu écrives un autre livre. Tu sais. Puis Ouais. le premier, c'est plein de clients qui disaient il faut que vous écrivez un livre. Puis là, l'édition nous a appelé pour dire hey, on a entendu dire que vous devriez écrire un livre. Fait que, puis là, ils nous ont dit ben, pouvez-vous en faire un? Je dis ben ouais, sûrement. No Puis, stress. Là. ah ouais. Comme Puis à ils m'ont dit OK, on va l'université, faire ça sur un an, voici la date qu'on va avoir besoin du manuscrit. Mais moi, je sais, peu importe les dates qu'ils me donnent, je vais jamais commencer avant 3 jours avant la date qu'ils m'ont donnée. Tu sais. Puis là, je vais me faire des nuits blanches, je vais boire du thé, du café maintenant. Ouais. Dans ce temps-là, c'était du thé. Ouais. Puis je vais pondre un livre. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'en étant un procrastinateur, il faut que tu développes des... Faut que tu sois efficace quand vient le Quand temps. sous pression, ça se passe. Ouais, Finalement, c'est ça prend ça. Ouais. Tu vois, c'est ça que l'université m'a appris. Là. Tu sais, de comme, t'as une dissertation à remettre, puis t'as fait pas avant la veille. Là. Carrément. C'est ça. C'est l'école qui nous apprend ça, en fait. Ouais, c'est vrai. ouais. C'est vrai. C'est juste comme t'as une date butoir, fait que t'attends la date butoir. Ben oui. Ouais. Parce que c'est tellement plate. Fait que quand tu veux du plaisir, t'es comme, je vais pas faire ça sur 3 semaines, là, oublie ça. Là. Ouais. J'ai une question pour toi égoïste, en fait. Ouais. Je profite du fait que tu es ici pour te poser une question égoïste. Toi, tu es un entrepreneur connu ici, au Québec. Puis, c'est tout le temps plus facile de percer le marché dans lequel tu es connu. Ouais. Moi, ça fait 2 ans que j'ai une business de suppléments pour les sports d'endurance. Puis, je suis connu au Québec. Fait qu'au Québec, ça marche à fond. côté. Puis là, le challenge, c'est comment rentrer à fret au Canada anglais, maintenant. Ouais. Vous autres, avec Loop, vous l'avez fait? Ouais. Comment vous l'avez fait? Mais moi, j'avais déjà un background avec Rise. Ouais. Fait que ça m'a aidé un petit peu Ouais. quand même. Après Ou ça, avec Rise, dans le fond? La question est bonne. ouais. Pour, Ben, puis avec Rise, j'étais le premier. ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas beaucoup de mérite pour donner de la stratégie pour percer le marché avec un produit qui existe déjà. Tu sais, c'est un produit qui... je connais pas ton produit, honnêtement. Ouais. Je t'aurais dû le savoir. Je Ben non, il y a aucun Shame stress. on me. Aucun stress, ça veut dire que j'en parle pas Ben, je suis pas assez. ta clientèle cible, moi. Je vends une taille puis je mange des pâtes en Ouais. vacances. Je fais pas aucun jogging. Fait que, puis, Tu l'aurais, dans le temps que tu faisais du hike, tu l'aurais été. ouais, dans le temps, j'aurais des Ouais, vagues, c'est j'aurais connu Si ça. jamais tu c'est sûr. recommences, c'est tu vrai. sais quoi. Un jour, je vais acheter. recommencer Ouais. quand mes enfants vont être plus vieux. Mais, tu sais, parce que ma première business, ben, j'étais le premier. Ouais. Puis ma deuxième aussi, ma troisième aussi. Tu sais, fait que ça avait toujours le caractère innovant de ce qu'on fait qui fait que le coup de téléphone se prenait immédiatement. Tu sais, Ouais. les bannières étaient comme, OK, ce que vous faites, c'est innovant. Vous avez passé à la télé, vous avez ça, fait que let's go, je vais te parler. Tu sais. Ouais. Puis moi, je pense que ma capacité, c'est aussi dans le relationnel. Tu sais, quand que j'avais un Zoom call avec un acheteur qui ne me connaissait pas du BC, ben... T'étais convaincant. Oui, tu sais, Ouais. puis vous le voyez sûrement, je suis fucking passionné de Ben mon oui, affaire c'est ça, encore. Ça fait exact. 8 ans qu'on fait ça, puis je trippe bien raide encore à l'économie circulaire, puis je capote sur ce qu'on fait, puis je trippe, j'ai encore des frissons quand j'en parle, Ouais. tu sais. Mhm. Fait que ça fait en sorte que c'est contagieux, tu sais, il y a un magnétisme qui vient avec ça, fait que, puis je pense que tu as ça aussi avec ton produit, fait que faut que tu ailles du one-on-one. Ça peut Faut pas... que tu ailles voir les gens. Faut que tu ailles les voir, faut que tu rencontres. Le relationnel est tout là. C'est encore ça. Hein? Ben, ça paraît old school, mais c'est encore ça. Ouais. Tu sais, sauf que si tu vas en ligne, mais là, c'est une autre C'est ça, c'est game. une autre Là, game, le c'est ça. online, là, moi, j'ai aucune capacité de compréhension des ventes en ligne. Là. J'ai une équipe qui fait ça. Mais vous J'ai- semblez avoir une bonne équipe quand Ouais, même. qui fait Lisa, ça, ben, parce j'ai que ça une roule, là. personne, Ok. j'ai une personne, Lisa, qui est une machine. Tu sais, puis cette fille-là, ça fait 1 an qu'elle est chez nous. Elle a changé du tout au tout
notre univers en ligne. Là. Puis elle a changé nos chiffres. On a une croissance de genre 700% grâce à elle. C'est débile ce qu'elle fait. T'sais. Puis elle, les ventes en ligne, c'est malade, en fait. C'est quand même vraiment excitant. Là. Oui, c'est fou. En plus, cash flow, c'est malade. Le monde te paye, puis ils n'ont même pas reçu le produit encore. Ouais. Tu sais, quand tu vends des bannières, là, comme moi, comme t'as j'ai 40% fait, là, de marge de plus aussi. Ouais, c'est malade. Moi, j'ai toujours vendu des produits à des chaînes d'épicerie. Là. Moi, je suis payé en 60 jours. Là. Ouais. Moi, j'ai fait le produit, j'ai payé l'employé pour le faire, j'ai payé l'emballage, je l'ai shippé. Je sais même pas si je vais être payé, en fait. Ouais. Parce que ça se peut qu'il y ait des bris. Ça se peut qu'ils me disent, finalement... Ça vendait pas. Ouais, il y a eu un problème. Finalement, ta palette est arrivée chaude, fait que reprends-la. Il y a tellement d'affaires, il y a tellement de déductions, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais jamais quand est-ce que tu vas recevoir ton argent. Ouais. Alors que des ventes en ligne, man, c'est magique. C'est fou. C'est comme... Puis c'est des mathématiques. Ouais. C'est juste des maths. C'est comme, c'est quoi mon taux de conversion? C'est quoi mon ROAS, mon CAC, en tout cas, tous les chiffres? J'ai jamais réussi à les apprendre, ces onomatopées. Ouais. Because I don't give a shit. Honnêtement, genre, je suis pas intéressé. Ouais. Genre, T'es intéressé par le outcome, mais pas par la façon. Oui. Je trippe au fait que ça marche, tu sais, puis je trouve ça fascinant que ça fonctionne, mais j'ai essayé d'apprendre 3-4 fois, puis ça m'excite pas. Je suis pas comme, hey, éduque-moi, je veux apprendre ça, I don't care. Ouais. Tu sais. Fait que je peux pas t'aider. Ah, ben écoute. Ça aurait été une bonne réponse quand même. Mais l'histoire chez nous peut L'histoire est t'aider, bonne. sûrement. Ouais. Là, tout le monde va essayer de la chasser parce qu'ils vont m'entendre. C'est ça, là. c'est ça. Chasser Il y a des là-bas. chasseurs de tête un peu partout. Là. T'as nous. 700%, c'est du stock. Là. Non, mais c'est ridicule. Ouais. C'est vrai que les ventes en ligne, c'est un game changer quand même. Tu sais, moi, j'ai commencé par les ventes en ligne. Puis après ça, en tombant dans des bannières, tu fais comme, OK, là, faut que j'en vende en tabarnak pour équivaloir à une vente en ligne. Là. Tu sais, c'est quand même assez fascinant. Oui, puis t'as du plus de travail aussi. Parce que là, t'as des portails qu'il faut que tu remplisses, t'as des MCBs, t'as des promos calendar à faire, t'as des kickbacks, t'as un jargon, il te faut sûrement un courtier pour qu'il soit bien satisfait sa tablette. Il te faut un distributeur si t'es pas en entrepôt. C'est un monde. game, là, tu sais, c'est un autre game. Là. Ouais. Est-ce que les deux vont continuer de coexister, tu penses? Ou bien il y a un shift qui se voit? Oui, certain. Certain que les deux vont coexister. On aime ça aller quelque part shopper. On peut pas devenir des rats de maison là, qui reçoivent tout par la poste. Là, ça n'a pas de bon sens. Je pense pas que personne non, c'est recherche pratique ça, quand là. même pour des estigniaisages. C'est pratique, mais tu vas quand même à l'épicerie. Ouais, ben oui, ça oui. Tu vas quand même, des fois, dans une boutique de sport ou dans un... Mais moins, là, évidemment, mais... Boutique de sport, tu y vas quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux acheter. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux acheter, moi, je vais plus... Tu sais, mes souliers, j'ai commande... mes souliers de course, là, j'ai commande tout le temps en ligne parce que je sais le size, la marque, le modèle. T'en commandes souvent, coudonc? Quand même. Ah ouais, hein? Ouais, après 800 km, tu vois, économie circulaire, faudrait que je fasse de quoi avec mes souliers, mes vieux souliers? Après 800 000 km, là, t'essaies de changer. Ce sont des fans qui veulent les acheter pour 1000$ pour les humer le soir dans leur lit. J'ai fait... Qu'est-ce que tu parles? J'ai fait le marathon d'Ottawa. En finissant le marathon, j'étais vraiment à coup de chaleur, puis je me suis pissé dessus pendant les derniers 2 km. Je me suis pissé dessus, j'étais arrivé... Non, mais tu vas comprendre pourquoi je le dis, parce que je l'aurais pas dit autrement. Mais, fait que là, j'étais complètement buzzé, ben raide en arrivant. J'étais vraiment en gros coup de chaleur. Là. Ma blonde était là, on est parti. Puis là, je fais une story en racontant ça sur mon compte Instagram. Je fais comme, hey, genre... Puis là, mes souliers sont pleins de pisse puis de sang. Il y avait du sang parce que je courais en me frottant les chevilles. Puis là, mes souliers sont pleins de pisse pis de sang, là. Je peux plus porter ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Combien pour tes souliers? » Il y a du monde. Je sais pas quoi dire. Il y a des radicaux dans toutes les... Exactement. Je voulais, juste par pure passion, revenir au dragon un peu. Ouais, ben oui. On avait reçu François Lambert sur le podcast. Ah ouais, ok, nice. Puis on lui avait posé la question... avec tous les deals des dragons, t'es à combien? Tu es dans le plus, dans le moins? Puis il avait dit que lui, il avait breaké even, il était à 0, avec une coupe de gros deals coup de circuit, puis une coupe de deals qui ont comme échoué. Là. Ouais. Toi, ça ressemble à quoi, tes deals au avec dragon? Deal Dragon. En fait, Deal Dragon, là, c'est ma 2e saison. Ma 3e, parce que j'ai fait ce temps partiel. Ouais. Le premier deal que je vais signer pour vrai se fait là. T'es-tu sérieux? Ouais. C'est ça, hein? Puis j'étais sûr d'en faire 3, j'étais certain. J'en avais 3 cette année. J'étais comme, that's it, man. Puis les 2 autres, là, ils m'ont dit la phrase classique. Je suis allé voir, on a toujours un meeting, on les aide, on prend du temps. Puis là, ils ont dit, j'ai parlé des consultants, puis c'est sûr qu'avec les ventes depuis le Dragon, là, la valorisation est pareille. Puis c'est sûr que, au Dragon, tu veux un deal. On n'est pas là, on n'est pas des institutionnels.
tu sais. Fait que si tu as une prévision finale financière puis tu veux une valo vraiment claire puis très élevée, ben, on n'est pas les bonnes personnes pour ça. Ouais. Nous, on est là pour faire un bon deal. Ouais. Je veux pas, tu sais. Fait que dans ce temps-là, ça tombe tout le temps, tu sais. Fait que là, c'est la... Fait que là, je fais un deal avec Georges live, là, avec une app qui s'appelle Easily, qui vous aide à faire votre shopping pour dépenser le moins d'argent possible. Ouais, exact. Fait que là, ça se fait. Puis c'est mon premier deal de Dragon. C'est ton premier deal. Puis combien... Que je finalise. On-cam, t'en as... 5 par année, à combien? peu près. 5 par année on-cam qu'on close. Puis là, tu vas en signer un là. Ouais. That's it. Ouais. Ah ouais. Tous ceux dans lesquels Fait que sur une douzaine, handshake à la télé, là, il se passe tellement de choses. Ben oui, on les rencontre 45 minutes, tu sais pas. Là, Puis là-dessus, il y en a juste un qui va se faire. C'est fou, ça. Ouais. Mais toi, quand tu serres la main, là, t'es investi, là, tu y crois, puis tu veux vraiment 100%. signer. Là, 100%. Mais de l'autre côté, finalement, que ça... 100%. Ben, c'est de l'autre côté, pas tout le temps. Des fois, on se rend compte après un meeting que finalement, non. Ouais, okay. Ça ne marchera pas notre affaire. Ou la vision n'est pas là. Il faut que tu penses à la vision long terme. Faut que tu dises, OK, il y a cette année que j'étais comme, OK, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puis tu es comme, ben, on est plus artisanal, on n'est pas trop ça. Il y avait beaucoup de ça. J'étais comme, mais là, c'est parce que tu veux grossir, tu sais. Ouais. Puis ils m'ont écrit il n'y a pas longtemps pour dire, ah non, finalement, on veut grossir, on a pensé à ce que tu as dit. Mais là, je suis comme, ouais, mais je suis pas sûr. Ça ne tentait pas à la base. Fait que c'est pas tout le temps de l'autre corps, mais souvent, on se fait ghoster aussi. Souvent, le monde est comme... Mais c'est normal. Pour vrai, c'est pas... Je sais pas ça en faisant genre, on se fait ghoster, pauvre new. C'est normal. Tu sais, c'est un show télé qui donne tellement d'ampleur à ton entreprise, puis qui est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui se passe quand tu vas au Dragon. Je l'ai dit tantôt, je me répète. Puis, fait que ça vaut le coup d'y aller. T'sais. Fait que moi, j'encourage les gens au Dragon, puis même si, at the end of the day, à quelque part en dedans d'eux, ils se disent, peut-être que j'aurais peut-être pas besoin. Souvent, ils se rendent compte après, peut-être qu'ils en ont besoin, ou peut-être qu'ils ont besoin de consulting, ou il se passe quelque chose. Chose certaine, ça fait découvrir le produit aux Québécois. Ça encourage l'économie locale. Il y a juste du bon, at the end. Toi, quand là, tu investis, mettons, dans ce deal-là que tu vas signer, c'était-tu les deux frères, ça? C'était les deux frères. Sont-tu deux frères? Je sais pas, parce que c'est Georges qui lead vraiment. Moi, je fais juste put in. Même dans le show, je le disais, j'étais comme, OK, moi, je vais embarquer, mais c'est Georges qui va, parce que tu nappes, hein, moi, je connais rien là-dedans. OK. Fait que là, c'est purement à titre d'investisseur. Non, je vais quand même m'impliquer bientôt, là, c'est parce que j'avais pas le temps, mais je vais quand même, c'est dans l'alimentaire quand même. Ça, exact. Fait qu'il y a quand même un aspect stratégique, là. Fait que je salue les gars, d'ailleurs. J'arrive, les gars, ça sera pas long, je m'en viens. Puis, toi, pour ton brand, parce que François Lambert, ça a comme après les Dragons, il a comme explosé dans il fait du caramel, du popcorn. Il fait à peu près 1 million de produits, là, des savons de lait de chèvre à 12 saveurs différentes. Mais lui, ça a comme propulsé sa carrière publique. Toi, qu'est-ce que ça a fait pour toi, premièrement, mais après ça aussi pour Loop puis tes business? Moi, je pense que ça propulse pas ta business, ever. T'sais, c'est pas... Nico vend pas plus de gin parce qu'il est au Dragon. Je vends pas plus de jus parce que je suis au Dragon. Ça le rend pas cet impact-là. Les gens qui nous écoutent, en général, savent même pas c'est quoi notre produit. Honnêtement, je vois encore des madames qui sont encore hey, c'est toi qui fais les chocolats. Je suis comme c'est pas fait moi. Que participer, ça propulse plus qu'être un dragon. Ah oui, 100%. Ouais. Ben, parce qu'il y a beaucoup plus de vitrines pour les business que pour la vôtre. Vous avez 10 secondes en début de saison, même pas en début d'épisode, en début de saison pour dire moi, dans le fond. C'est vraiment pour les entrepreneurs qui pitchent que ça a un impact. Mais pour moi, par contre, si je peux appeler ça mon brand personnel, c'est que ça m'a permis de donner plus de conférences, donc de parler plus de mon sujet, de faire parler plus l'économie circulaire. Ça fait aussi que quand j'appelle un acheteur ou quelqu'un, ben il y a une bonne chance qu'il l'écoute. Tout le monde l'écoute, ce show-là. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat aussi. Oui, exact. Fait qu'il y a ce côté-là qui est vraiment intéressant. Ça fait que les gens pick up le téléphone, sont comme, OK, je te regarde à la télé, fait que j'ai envie qu'on jase, puis tu sais, fait que cet appel-là. Mais pour vrai, honnêtement, je le fais, puis tous les dragons le font parce qu'on trippe. Parce que c'est le fun, pour vrai. Parce qu'on a une vibe ensemble écœurante. Genre, l'équipe de tournage, la vibe entre les 5 dragons, on est les mêmes depuis maintenant 2 ans et demi, puis c'est magique. Là. La vibe est écœurante. Là. Puis si vous checkez les coulisses, là, c'est... Moi, je pose jamais. Je suis pas un gars d'Instagram. Ma dernière pause, il date d'il y a 6 mois. Là. Je suis pas bon là-dedans. Je suis pas capable. Mais si vous suivez Nico, mettons, qui pose tout le temps, vous allez le voir, là, la vibe est exceptionnelle. On trippe. Puis de voir ces gens-là qui pitchent, puis de savoir l'impact qu'il va avoir sur l'entreprise, c'est malade. C'est le fun vraiment aussi,
ouais. Puis leur donner aussi des conseils en temps réel. Ça peut-être, tu sais, pour avoir fait de la télé-réalité, je sais que c'est pas tout le temps tout qui est real. Là. Ouais. Tu sais, des fois, ils te demandent de stager des affaires, mais j'imagine que des fois, les conseils, ou du moins souvent, les conseils que vous donnez sont vrais et ressentis. 100%. Là, ouais. Puis, jamais l'équipe de prod nous dit tu pourrais-tu répéter ce que tu viens de dire. Ah ouais, ok. Ça arrive pas. Ouais. Ils vont le dire aux ceux qui pitchent, parce que des fois ils ont le track ou ils bégayent ou ça sort mal. Mais nous, ça sort, puis ils prennent ce qu'ils prennent, puis Ouais. that's it. Cool. Puis ça, c'est une question de ma blonde. Pourquoi vous êtes habillé tout le temps de la même façon? C'est-tu parce que c'est juste pour pouvoir faire le montage Ben oui. un peu de n'importe quand? Ben oui, parce que Ouais. nous, on tourne 10 jours, 11 jours en Ouais. fait. On envoie 7 par jour. Puis ça dure, c'est 12 heures une journée. Ouais. Tu sais. Puis, Ça va être long. Là. puis C'est quand peut-être- vous voyez un show, là, puis vous envoyez 5, il y a toujours à peu près 5 entreprises qui présentent des entreprises, ça se peut qu'il y ait un qui a été pitché le jour 1, un autre le jour 3, un autre le jour 6. Fait qu'il faut qu'on s'habille pareil. Ouais. Parce que sinon, C'est si trop on fait compliqué. non, mais c'est parce que si on fait une journée de tournage, puis ils sont toutes poches ou sont toutes trop bons ou merveilleux, Ouais. mais ça fera pas le show sera pas constant. Ça va faire un tu sais. assez bon épisode. C'est puis ça, ouais. c'est ça, faut qu'il y ait de la Ouais. constance. Ouais. Ouais. Très cool. Ça close mon Réponse gossip. facile, hein? Mon gossip. Ouais, c'est ce que je croyais aussi. C'est Ah ce ouais. que je croyais aussi. Avec Loop, tu t'expliquais à quel point c'est du constant travail de se réinventer, de trouver c'est quoi la prochaine affaire, d'optimiser. T'as-tu encore de la place pour une prochaine affaire ou bien ça Oh va my être ça? God, ben oui, mais ben oui, c'est sûr. Ok. Nous, on est en innovation constante. Ça arrêtera jamais. Il Ça va y avoir- n'arrêtera jamais. Ouais. Ce qui est fou avec notre projet, c'est qu'on a tout le temps des gisements alimentaires Ouais. rejetés Ouais. qui nous popent d'en face. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu sais. Mhm. Puis 9 sur 10, on fait rien. C'est fou, ça. Hein? Mais il y a toujours un qu'on est comme, OK, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Le gros problème en ce moment qu'on voit à Loop, c'est que, il y a plein d'autres compagnies qui font de l'économie circulaire. Il y en a plein qui veulent avoir le claim d'économie circulaire. Fait que là, on a lancé Loop Synergie où est-ce qu'on vend de la matière première aux entreprises manufacturières qui veulent réintégrer aussi des produits dans leurs ingrédients. Mais ça crée un peu de bruit, tu sais. Puis, mais c'est aussi que le monde a un portefeuille plus faible maintenant en alimentaire, on le voit, là, tu sais. Fait que nos limonades vendent un peu plus que nos 1 litre de jus vert, là, tu sais. Mhm. Fait que là, on le voit que dans notre futur, on peut plus juste faire des jus pressés à froid pur. Il faut qu'on fasse des limonades, il faut qu'on fasse des trucs un petit peu plus fonctionnels, qui ont peut-être un petit peu moins d'ingrédients revalorisés à l'intérieur. Tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il y en ait, tu sais, je peux plus mettre 100% juste des fruits et légumes dedans parce que ça coûte cher quand même. Tu sais, parce que je les achète, ces fruits et légumes. Ouais, c'est pas ça. donné. Fait que si on veut avoir un jus qui a un price point de 3,99, ce que les gens sont encore capables d'acheter, versus 5,99, faut qu'on aille dans cette direction-là. Mhm. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que... C'est une question que j'aime ça poser. Je la pose rarement quand même. Mais qu'est-ce que tu dirais au David hippie qui est avec Dans son une sac à vanne, dos, qui marche dans la forêt, qui... Je t'écoutais dire que pendant que tes amis étaient à l'université, toi tu voyageais, tu faisais ça, tu te cherchais un peu. Avec les années qui passent, ton expérience maintenant, savoir qu'est-ce qui a réellement l'impact, puis tes préoccupations que tu avais dans le temps, qu'est-ce que tu dirais à ce David-là? Je dirais de rien changer pantoute. Tu dirais de faire la même chose. À 100%. Ça m'a tellement formé. Ouais. D'être perdu, là, c'est tellement bon. Là. Quand on est perdu, on trouve pas ça le fun. Là. Quand on sait pas ce qu'on veut faire, mais c'est parce qu'on vit dans un monde qu'on nous dit qu'il faut qu'on sache tout le temps que c'est qu'on fait le matin au soir. Mais d'être perdu, c'est sain. De se poser des questions, c'est vraiment sain. Il faut que tu te poses des questions dans la vie. Je suis à la bonne place, je fais ça la bonne affaire. Je l'aime-tu, hein? C'est ça que je veux. Je l'aime-tu, lui? C'est important de se poser des questions-là. Le statu quo, là, puis juste accepter notre petite vie, là, ça change. Jouer petit n'aide pas le monde. Les gens peuvent se rappeler de ça. Là, jouer petit, ça aide pas le monde. T'sais. Puis pour jouer grand, il faut que tu te poses des questions. Puis le fait que j'ai pas suivi le chemin normal, puis que de 16 à 24 ans, j'étais en voyage, mais j'ai tellement appris. J'ai appris des langues, j'ai appris à me développer socialement, j'ai appris à T'as appris probablement à régler des problèmes, ce que tu fais en entrepreneuriat tous les jours. J'ai fait de la prison au Mexique. Je me suis fait pousser dans un cachot. Je parlais pas espagnol, j'avais plus d'argent. J'ai vécu des choses fuckées, tu sais. Ouais. Mais je voudrais rien changer de ça parce que c'est ce qui m'a formé à devenir une personne qui peut un peu s'en sortir dans n'importe quelle situation, en fait. Puis qui, surtout, puis je pense que le gold nugget que j'ai appris à travers ces années-là, c'est plus que je suis pas ce que je fais. Puis j'ai fait une petite conférence au Saguenay là, il n'y a pas longtemps avec les autres dragons, justement, puis
Puis il y avait les entrepreneurs qui posaient beaucoup de questions sur leur entreprise en situation de crise économique qu'on vit actuellement, quand c'est plus rough. Puis les gens s'identifient beaucoup à ce qu'ils font. Je parlais un peu de ce qu'on s'identifie à nos possessions, mais on s'identifie aussi beaucoup à notre statut social, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis un entrepreneur est intrinsèquement relié à son entreprise. Mais on n'est pas notre entreprise. Notre entreprise est un organisme vivant qui grandit, puis que tu es un serviteur de ça, tu es un steward, mais c'est pas toi. Puis toi, t'as juste besoin de te rappeler de ça, puis que t'as pas besoin de grand-chose pour être heureux. De l'eau fraîche, la bouffe, des amis, des connexions. Puis c'est assez, tu sais. Puis moi, je me rappelle ça au quotidien. Tu sais, j'ai vécu avec rien. Tu sais, j'étais à rien. Tu sais, j'ai récolté du sel avec des familles au Guatemala qui vivaient presque tout nus, avec rien, qui avaient des poux dans les cheveux. J'avais des poux moi aussi d'ailleurs à cause d'eux autres. Puis je récoltais du sel, puis j'étais fucking heureux. Puis il y avait le gros sourire d'en face. Il y avait les dents bien jaunes, mais il était vraiment heureux, tu sais. Fait que ça va toujours rester en moi. Fait que c'est ça qui te permet, après ça, de prendre des risques aussi. C'est ça qui te permet de... C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est ça, exactement. Puis tu dis dans l'entreprise, c'est pas toi, mais dirais-tu que c'est le reflet de toi, d'une certaine manière, puis que si tu nourris ta personne, ça va nourrir l'entreprise? 100%, c'est sûr. C'est sûr que notre entreprise, c'est une réflexion de toi-même, c'est certain. Mais pas juste toi, de ton LT, de ton leadership team. Puis ta relation à ton leadership team va transparaître à travers comment ton entreprise progresse, puis prospère, puis communique. L'histoire de la prison au Mexique. Parce que là, t'as dit ça, puis t'as juste... Pourquoi j'ai dit ça? T'as droppé ça, puis on peut pas faire comme si t'avais pas dit puis, ça. comme avant de te laisser partir, on va au moins approfondir sur ça, là, s'il vous plaît. C'est une longue histoire, mais je me suis ramassé dans un cachot à Real le 14C, qui est un petit village dans le milieu là, du désert, là, en plein milieu du Mexique. Puis je traversais moi en van avec ma copine dans ce temps-là. Puis on avait un ami aussi, un chum, Maxime, qui était avec nous autres dans le van. Puis on s'est ramassé dans ce village-là. Puis je m'en allais... En tout cas, je peux pas tout nous raconter. Mais j'ai été en prison pour absolument une mauvaise raison. Là. J'avais un couteau. Il y avait des raisons que tu étais en prison, mais c'était pas pour celle-là. Puis, puis les policiers qui étaient là, c'était des petits policiers en jogging avec une casquette. Pour eux, ça n'avait pas de bon sens. Puis je parlais pas espagnol encore. J'avais perdu mon passeport et mon argent en plus. Ça faisait juste une semaine que j'étais au Mexique. C'était tout nouveau, là, tu sais. Puis là, on faisait une sieste dans mon J'avais perdu mon passeport puis mon argent, c'est pas une phrase positive quand t'es au Mexique. Non, là. J'ai perdu mon passeport et mon cash. Ça allait pas bien, mon affaire. Mais j'étais heureux. Puis ils ont trouvé un couteau dans mes affaires. Puis là, ils ont dit, hey, ça, t'as pas le droit. Puis là, ils m'ont mis dans une petite prison, mais c'est un petit village, il n'y a rien. Là, le chef de police, qui me montre une affiche au mur avec des dessins, puis il y a une bombe, il y a un gun, puis il y a un couteau. Les trois sont à la même égalité. Puis ça dit, il y a un petit signe d'égal, puis ça dit 6 mois de salaire ou 2 mois de prison. Voyons donc. J'étais comme, c'est ça. Puis là, il me pousse dans le cachot, là. Son connard, tu vas. Puis il y a un gars, là, puis son connard, tu vas dans la prison. Puis ma blonde, elle a 17 ans. C'est une blonde, elle est belle, elle a 17 ans. Je suis dans un village au Mexique, elle est l'autre bord, elle capote, elle crie. Moi, je suis comme, what the fuck? Je suis sur le cachot, il y a un trou pour chier à terre, il y a de la paille. Puis là, je suis comme, Gab, va-t'en d'ici, là. Il sort d'ici, là. Mais tu peux pas rester ici. Puis là, ils sont partis, ils sont allés chercher dans un autre village. On a perdu nos breaks de van. C'est un gars pas de jambes qui a réparé nos breaks. En tout cas, c'est une longue histoire, les gars, mais en gros... Comment t'es sorti, finalement? J'ai rien fait d'illégal pour être en prison. On les a payés. On leur a donné de l'argent. Ah ouais, hein? C'est tout le temps la ça. police. Ah ouais. Wow. Pour ça que Incroyable t'as d'avoir de histoire. l'argent si t'es activiste. Ouais, exact. Pour clôturer la discussion, on va finir là-dessus. Hey, merci infiniment. Ça fait C'était plaisir. vraiment le fun. Plaisir, Yes. vraiment. Grand plaisir. Ça va.